Passons maintenant au Nigeria pour poursuivre cette émission. Nous allons parler de la réouverture des frontières terrestres après 18 mois de fermeture. Le Nigeria donc rouvre ses frontières après plus de mois et demi de fermeture. L'annonce rapportée par les médias locaux est faite par le président Buhari qui a autorisé la réouverture immédiate de certains postes frontières après que le pays se soit verrouillé à ses voisins de la sous-région officiellement pour lutter contre la contrebande, surtout du riz et les trafics d'armes et de drogue. Ainsi, donc, le 8 décembre dernier, le chef de l'État avait déclaré, lors de ma rencontre avec les gouverneurs d'État aujourd'hui, j'ai expliqué que la fermeture des frontières terrestres du Nigeria était en partie une tentative de contrôler la contrebande d'armes et de drogue. Et maintenant que le message est passé avec nos voisins, nous envisageons de rouvrir les frontières dès que possible. Sylvestre Béni, le Nigeria avait décidé unilatéralement de fermer ses frontières. Aujourd'hui, le géant de l'Afrique de l'Ouest décide également d'ouvrir ses frontières. J'allais dire, le Nigeria a été aussi un peu asphyxié par cette fermeture-là. Oui, je crois qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Ils ne peuvent que réouvrir donc les frontières parce que il y a trois éléments qui obligent le Nigeria à rouvrir donc ses frontières. Donc le premier, c'est que vous savez que le Nigeria a bâti son économie sur le pétrole. Donc aujourd'hui, le pétrole est totalement en chute libre. Et il n'y a plus assez de recettes donc, pour faire face donc, aux défis sociaux. Deuxième élément, il y a la pandémie du Covid-19 qui n'a pas forcément arrangé les choses. Tout à fait. Troisième élément, il y a l'inflation. Ils ont fermé les frontières et tant qu'il y a plus d'autres produits qui entrent au niveau donc sur le plan national, il y a flambé donc des produits. Devant cette situation, il ne peut que capituler. Donc aujourd'hui, je crois que c'est cette récession-là qui a presque obligé le Nigeria à revenir donc à la case de départ. Mais bon, ils ont bien fait donc d'interdire un certain nombre de produits, comme tu viens de le dire, le riz et les volailles. C'est presque insignifiant, voyez-vous. Mais on voit que du côté donc du Bénin, c'est la joie parce que on sait que le Bénin transite toujours là entre le Bénin, le Nigeria. Avant, il n'y avait presque pas de frontières. On passait comme Togo à Flao, on passait, on repassait. Donc, ça va permettre à ce que l'économie, au niveau donc de l'informel, puisse quand même reprendre donc un nouveau souffle. Mais je crois que le Nigeria aussi a envoyé peut-être une leçon aussi à ces pays, tels qu'ils le disent, éviter la contrebande. Mais bon, en réalité, ils voulaient opter pour un protectionnisme à la Trump, mais qui n'a pas forcément marché. Voilà. Qui n'a pas forcément marché. Donc, ils sont obligés de revenir, mais d'être beaucoup plus regardants au niveau des frontières, c'est tout. Justement, la raison évoquée par le président nigérian il y a quelques mois pour fermer les frontières, c'est qu'il y avait beaucoup de produits de contrebande qui traversaient les frontières. Ça avait fait sourire les voisins. C'est vrai que les voisins ont eu mal, mais ils ont souri en ce sens que si on doit parler de contrebande, le Nigeria est champion. Le Nigeria est la première économie africaine. Donc, et avec 200 millions d'habitants, c'est propice au commerce. Tout à fait. Donc, le Nigeria, à chaque fois, il se sent plus sur le plan commercial et avec ses atouts, qu'il a plus d'atouts que les autres pays. Donc vous voyez, bon, si la fermeture des frontières l'arrangeait, il ne devait pas l'ouvrir maintenant. Donc ça veut dire que la fermeture de ces frontières n'était pas une bonne chose pour le Nigeria et pour la sous-région, parce que ça a été même fait en violation de certaines règles de libre-échange au niveau de la sous-région. Donc aujourd'hui, le Bénin, surtout les pays voisins du Nigeria, cette fermeture a beaucoup impacté sur leur économie. Mais le Nigeria aussi a eu aussi des problèmes avec cette fermeture, surtout les zones frontalières avec les pays voisins. Donc, ils disent que c'est pour
faire valoriser les produits locaux. Mais est-ce que ces produits locaux arrivent à satisfaire le besoin avec 200 millions d'habitants? Je ne crois pas que ce que produit le Nigeria peut suffire pour nourrir les Nigériens. Donc, c'est bien fait d'ouvrir. Les gens se sont réjouis. Ce matin, vous allez voir que les gens se sont réjouis, les gens ont jubilé pour l'ouverture de cette frontière. Et moi, je me dis, en fermant cette frontière, si le Nigeria croyait qu'il faisait mal aux autres pays, il s'est fait mal lui-même. Ouais. Bon, je le dis souvent avec une anecdote. Vous savez que le Togo produit beaucoup de gingembre, et surtout dans la zone de Wawa, il y a beaucoup de gingembre qui sont produits au Togo. Mais entre-temps, le prix du gingembre a chuté. Et ça, vraiment, ça gênait beaucoup les paysans qui vendaient le gingembre. Et vous savez pourquoi? C'est parce que le Nigeria, il y a du gingembre qui viennent du Nigeria, qui sont déversés. Le gingembre qui est déversé sur le marché togolais en grande quantité. Ce qui fait que la production locale avec cette qualité-là, et puis le gingembre du Nigeria n'était pas de bonne qualité. Mais c'est de quantité très importante, si bien que le prix chutait. Et même les organisations dans le commerce du gingembre au Togo, ils se sont plaints. Et bon, ils ont quand même réussi à faire limiter les importations du gingembre. Bon, quand on a fermé la frontière, depuis qu'on a fermé la frontière, les paysans qui produisent le gingembre jubilaient parce qu'il n'y a aucun produit ne finit plus. Le prix avait augmenté. Tout à fait. Donc l'ouverture de cette frontière n'est pas une bonne nouvelle pour les paysans. Donc vous voyez que ce n'est pas les pays voisins seuls qui ont des problèmes quand ils ferment sa frontière. Alors le Nigeria ouvre ses frontières, on le dit, mais c'est pas aussi totalement, puisqu'il y a... C'est le poste frontière de Sémé, ça c'est avec le Bénin qui sera ouvert. Il y a le poste frontière de Ilela, c'est dans le nord-ouest avec le Niger. Le poste de Moufoun au sud et de Maïgatari au nord-ouest. Donc, c'est dit, j'ouvre mais je fais toujours la loi. C'est ce que Oui, évidemment. Et, comme le disait mon confrère Sylvestre, c'était vraiment un protectionnisme, mais sauf que vraiment ça n'a pas bien marché. Mais au-delà, il faut dire que l'argument est avancé avec l'histoire de contrebande et tout ça là. Ce n'était pas proprement parler cela. Il y avait un sérieux problème stratégique. C'était vraiment tout ce qui était lié avec le pétrole. C'est-à-dire qu'avec le delta du Niger, avec les groupes qui sont installés, donc ils pompaient les pipelines et tout ça là. Et c'était vraiment des millions de barils qui sortaient illégalement du Nigeria. Donc Buhari, à un moment donné, ne comprenait plus parce qu'on produit du pétrole, on a des quantités qu'on annonce, mais au finish, les recettes, ce n'est pas ça. Donc il a voulu limiter cela. Voilà pourquoi il avait fermé aussi les frontières pour empêcher que tous ces barils-là détournés par, je précise bien, les pontes du pouvoir ne puissent pas sortir en tout cas du Nigeria. Et vous avez vu que dans les 3 premiers mois, au niveau du Nigeria, il y a eu satisfaction. Personne ne te plaignait. On disait que même ils ont fait encore plus de recettes. Et j'ai trouvé ça paradoxal. Et c'est quand nous avons fouillé que j'ai fini par comprendre qu'au fait, ce n'était pas les produits de contrebande avec tout ce qui se faisait dans le commerce informel, mais il y avait vraiment un enjeu très capital à ce niveau. Donc aujourd'hui, avec la réouverture des frontières, puisque ce n'est pas toutes les frontières, donc ils vont serrer. Il y aura vraiment une surveillance accrue au niveau de ces frontières et au même moment je me dis que en tout cas le Nigeria, surtout au niveau de la douane et tout ça là, ils feront tout pour que n'importe quoi n'entre et que n'importe quoi aussi ne puisse sortir. Mais il faut se réjouir quand même de la décision parce que c'était une décision très dure du côté des pays frontaliers, surtout à Sémékraké. Quand vous allez, vous voyez un peu du côté les Béninois, les Nigériens qui faisaient vraiment des transactions et ça donnait un certain dynamisme à l'économie du côté du Bénin comme du côté du Nigeria. Quand le Nigeria avait fermé en évoquant la question de la contrebande, tout le monde avait clairement dit à l'époque c'est un faux problème parce que si vous avez vos douaniers et que vous savez que tel et tel produit sont interdits d'entrée, si ça rentre, c'est finalement la faute à vos douaniers. Tout à fait.
Oui, je crois que les douaniers dans tous les pays, on sait ce que c'est. Hein, c'est d'ailleurs le fief de la contrebande. Hein, ils laissent passer et puis ils prennent également leur part. Et puis bon, voilà, quoi, le tour est joué. Mais ce que moi j'ai déploré, c'est que pendant 18 mois, la CEDEAO n'a pas pu faire fléchir le Nigeria. C'est ce que j'ai déploré parce que c'est vrai que le Nigeria est un pays souverain. Hein, c'est vrai qu'il peut quand même prendre un certain nombre de mesures pour contrôler ses frontières, mais fermer, c'est-à-dire ses frontières pendant 18 mois, et que malgré tout ce que les chefs d'État voisins disaient, tout ça, ils sont restés campés sur leurs décisions pendant 18 mois. Je me dis que c'est un mauvais précédent. C'est un mauvais précédent. Il faudrait quand même qu'il y ait quand même des tests et des leviers pour essayer donc de sanctionner ces gens de pays qui prennent ces décisions-là. C'est vrai que... Peut-être avec le Nigeria, parce que quand vous parlez à celui qui pèse 70% du PIB de la CEDEAO, c'est compliqué. Hein. Oui, mais à un moment donné, il faudrait quand même... Les tests sont des tests. Il faudrait à un moment donné que le Nigeria ne puisse pas quand même jouer... c'est-à-dire se prendre comme le lion et que c'est ce qu'il va dire que tout le monde va faire. À un moment donné, il faudrait quand même qu'il y ait un certain nombre de tests. C'est vrai que la dernière fois, ils ont signé donc le contrat donc de la libre-échange et tout ça, il y a 1 mois ou 2 mois de cela. Donc, ils ont surfé sur cela pour ouvrir les frontières, faisant croire qu'ils veulent être quand même des démocrates. Mais à l'avenir, il faudrait quand même qu'au niveau de la CEDEAO, on ait des tests. Sinon, un bon matin, le Togo peut dire, bon, je fais mes frontières éternellement. Et bon, et là, est-ce qu'on viendra nous faire donc la pression sur le petit Togo? Non, je crois qu'il faudrait qu'il y ait des tests à l'avenir, sanctionner donc ces pays-là pour que cela ne puisse avoir des impacts. Sylvestre évoquait la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange commercial africaine. On sait que c'est, en tout cas, les pays qui ont signé la ZLECAf vont constituer donc... disons quasiment un marché commun. Un seul pays, plus de frontières. C'est ça. Quand il y a dans cet espace-là, puisque le Nigeria est signataire, des pays qui décident d'un jour à l'autre de fermer les frontières, c'est que la ZLECAf est en souffrance. Oui, et c'est ce qu'il faut. Quand on signe des règles, on signe des traités, il faut les respecter. Il faut les respecter. N'oubliez pas que le Nigeria était au départ opposé à la zone de libre-échange au niveau africain. Donc, je le dis, et chaque fois, il joue surtout sur son poids. Sur son poids économique, et même militaire, tout ça là, pour quand même s'imposer. Donc, comme Sylvestre l'a dit, moi je suis d'accord avec Sylvestre, il faut que, quel que soit le poids d'un pays dans la sous-région, dans une organisation donnée, un pays qui ne respecte pas les règles, là, il faut le sanctionner. Sinon, mais c'est pas bien de faire partie d'une organisation. Et ça n'arrange pas, sur le plan diplomatique aussi, ça n'arrange pas le Nigeria. Il peut quand même croire que sur le plan économique, tout ça, là, il pèse et peut décider d'aller à l'encontre des règles, mais sur le plan diplomatique, ça ne l'arrange pas. Donc, je crois que ça aussi, ça a marché. Donc, le Nigeria, une zone de libre-échange, moi je le dis, avec mes yeux sur le plan économique et commercial, ça arrange plus le Nigeria. Ça arrange plus le Nigeria parce que il peut dire que au niveau à l'intérieur de ses frontières, qu'il a une population. Il y a déjà un marché, c'est ça, il joue sur ça. Mais le Nigeria a plus d'entreprises, a plus de sociétés au niveau de l'Afrique qui exportent les produits. L'exemple, c'est Dangote. Il expose du ciment. Le ciment partout. Mais si Dangote arrive à faire de chiffre d'affaires, et il est aujourd'hui milliardaire, ce n'est pas parce que pour le marché local Nigeria seulement, c'est à cause de son exportation. Et le Togo, nous sommes bien placés pour le savoir que l'exportation du ciment de Dangote, nous l'observons chaque fois. Et donc ça arrange aussi plus le Nigeria. Donc le Nigeria a intérêt à respecter les traités, les accords signés pour que nous puissions vivre la zone de libre-échange. Vous savez, au niveau européen, déjà, ils ont beaucoup profité de ça. Nous, en Afrique, on a beaucoup tardé à mettre sur pied cette zone. Maintenant que les gens comprennent, il faut qu'on aille à cette libre-échange-là pour que nous puissions... Et puis souvent, on le dit, souvent, les petits pays aussi en bénéficient. Lorsqu'au Togo,
nous sommes un petit pays. Quand on produit au Togo et qu'on a le marché du Nigeria, à aller vendre, c'est à notre avantage parce que le Togo, la population du Togo n'arrange pas le Togo sur le plan commercial. Parce que les entreprises qui produisent, on est obligé d'exporter. Donc la zone de libre-échange est une bonne chose. Donc, mais il faut que lorsqu'on signe les règles, il faut qu'on les respecte. Même si on est les plus grands de la zone. Le Nigeria, ça fait quand même 18 mois que les frontières sont fermées. Et au début, on avait dit, puisqu'on sait que le Bénin est très dépendant du Nigeria. Pratiquement 40% du flux commercial, on avait dit que le Bénin allait s'asphyxier, mais finalement, on a vu une telle capacité de résilience. Donc aujourd'hui, que le Nigeria ouvre, les voisins sont un peu habitués à la situation, ont appris à vivre sans. Oui. C'est vrai qu'on a vu la capacité de résilience du Bénin, mais il faut en même temps préciser que la contrebande continuait. De façon beaucoup plus insidieuse, parce que les gens, au fil du temps, ont acquis des capacités, d'autres astuces, des passerelles pour pouvoir contourner la disposition. Donc le Bénin s'en est bien sorti, mais c'est grâce aussi aux autres pays voisins, parce que vous savez que même avec la crise sanitaire, le Bénin n'a pas fermé ses frontières, bien que les autres pays, en tout cas frontaliers, aient fermé leurs frontières. Le Bénin n'a pas fermé, donc tout pouvait entrer comme tout pouvait ressortir. Et donc, il y a aussi ça aussi qui a pesé, et qui a fait que le Bénin n'a pas trop senti vraiment les affres de cette décision prise du côté d'Abuja. Mais en même temps, il y a Beausoleil qui disait que quand on signe des traités, il faut les respecter et tout ça là. Moi, je me dis que c'est sur le plan commercial. Quand vous prenez l'aspect politique, il y a des pays qui sont montrés aussi mauvais élèves en matière de respect de la démocratie, avec le troisième mandat que nous voyons un peu partout, les tripatouillages des constitutions, les violations des droits de l'homme et tout ça là. Et pourtant, il y a des traités au niveau de la CEDEAO qui sont clairs que les pays doivent respecter le principe d'abord en tout cas de 2 mandats non reconductibles, vous comprenez, et en même temps aussi respecter les droits de l'homme. Mais quand vous voyez sous les cieux, les oppositions sont brimées, on passe par des artifices pour étouffer les velléités d'émancipation et les velléités d'enracinement de la démocratie dans ces pays. Vous comprenez que le Nigeria peut aussi décider volontairement de fermer ses frontières, parce que les autres aussi font autre chose et qui sont en contradiction avec les tests. Je me rappelle bien qu'au temps de la crise en Côte d'Ivoire, il y avait quand même des chefs d'État au niveau de la CEDEAO qui étaient réticents à se prononcer ouvertement sur la crise. Mais à l'époque, vous vous rappelez que le Nigeria avait dit, c'est autant de Jonathan, qui menaçait même d'intervenir militairement à Côte d'Ivoire si Gbagbo ne partait pas. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, le Nigeria se croit tellement puissant. Très puissant. Donc, il peut décider il décide par cause de ce qu'il veut faire. Donc, c'est vrai que les autres peuvent respecter, s'égosiller, mais bon, eux, ils font quoi? C'est une manière de dire que, en tout cas, on les appelle les super églises, non? C'est ça? C'est pour dire en fait que l'aigle peut entendre chanter les petits oiseaux, mais ne s'inquiète pas de ce qu'ils chantent. Voilà. À la pause, et puis on va aborder après, au retour, le dernier sujet.